Salut les pros de l'IMO, c'est Jonathan. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comment rentrer un mandat en 15 étapes? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Gwendoline qui a bénéficié d'une heure de coaching totalement gratuite sur le groupe Facebook Les Tutos Expert IMO. Comment garder un statut fort pendant votre rendez-vous? Comment diminuer les chances d'avoir des objections et optimiser vos chances d'obtenir un mandat? C'est le programme d'aujourd'hui. Mais avant, si vous souhaitez aller plus loin avec moi, vous allez trouver dans la description de la vidéo plusieurs liens. Tout d'abord, vous pouvez bénéficier, comme Gwendoline, d'une heure de coaching totalement gratuite sur le thème de votre choix. Vous choisissez un thème, on en discute et on se fait un live. Ensuite, si vous souhaitez aller plus loin, vous avez aussi dans la description de la vidéo un lien qui vous permettra de télécharger des e-books que j'ai fait rien que pour vous. Vous en avez sur le traitement des objections, le rendez-vous vendeur justement en 15 étapes, la pige. J'en ai fait plein, quel que soit votre besoin de formation du moment, vous allez forcément trouver votre bonheur. Et enfin, si vous êtes mandataire immobilier et que vous en avez assez de gaspiller 30% de vos honoraires tous les mois sur vos ventes, n'hésitez pas à télécharger la brochure de réseau Expert Immo, premier réseau de mandataires à 100%. Je vous dis à tout de suite avec Gwendoline. Bonjour Gwendoline, comment vas-tu? Bonjour, ça va bien, merci. Super, alors prête pour le rendez-vous vendeur? Exactement. Le rendez-vous vendeur, comment rentrer le nerf de la guerre, comme on dit. Alors Gwendoline, pourrais-tu te présenter aux auditeurs, s'il te plaît? Qui es-tu et comment es-tu rentré en contact avec moi? Ok, eh bien, je suis Gwendoline, j'ai 34 ans et j'habite dans le Jura. Donc, mon secteur, c'est plutôt des zones rurales. Voilà. Et puis, je t'ai connue par le groupe de Facebook. Les tutos Expertimo. Exactement. J'ai déjà vu deux, trois vidéos. J'ai téléchargé les e-books. Ah oui, Ça m'a déjà appris plein de choses, mais il m'en faut plus. ça t'a mis l'eau à la bouche et maintenant on va rentrer dans le détail, c'est ça? Exactement. Ça t'a plu les e-books? Oui, c'est très bien. Très bien fait. Ça donne envie de les lire. Bon, tant mieux alors, hein. Tant mieux. C'est fait pour. Parce que c'est bien d'avoir l'information comme ça, mais c'est bien aussi que ça soit agréable à lire, on va dire. Oui. Ça marche, ça marche. Donc, je m'as sollicité sur le groupe pour un tuto sur le rendez-vous vendeur, le fameux rendez-vous vendeur, la partie qui implique où on va rentrer le mandat ou pas. Alors, rappelle-moi, tu as combien d'expérience déjà? Alors, pas beaucoup puisque j'ai commencé en juin, Ouais, mais d'accord. j'étais pas à 100%. Donc, je suis vraiment à 100% Ouais, depuis un bon mois, on va dire. d'accord. Alors, toi, généralement, les rendez-vous vendeurs, tu arrives à les obtenir comment? C'est en prospectant, avec la pige? Est-ce que c'est du relationnel? Comment, généralement, tu rentres chez le vendeur? Alors, le relationnel, ça n'a absolument pas marché. Du coup, c'est plus suite à du boitage que j'ai fait et puis aussi à de la pige par téléphone. D'accord. Donc, C'est plus de la prospection. Voilà. ouais, c'est ça. D'accord. Parce que c'est vrai que ça, on le constate, tu le verras au bout de quelques années. Bon, le rendez-vous vendeur, il va pas, voilà, il va se passer plus ou moins de la même façon, mais psychologiquement, on n'arrive pas de la même façon si, par exemple, on a été sollicité suite à une recommandation, par exemple, parce qu'on a vendu un Mm. bien, ou si on arrive chez le vendeur parce qu'on a arraché une pige, on arrive à un rendez-vous, on sait pas comment avec une pige, on arrive chez le vendeur, tu te doutes que c'est pas que quand tu arrives chez le vendeur là, psychologiquement, tu te sens pas forcément de la même façon, puisque Oui. dans un cas, c'est le vendeur qui demande, et dans l'autre cas, on pourrait penser que c'est toi qui demandes finalement dans la prospection. Donc, avant même de parler du rendez-vous vendeur, j'aimerais bien qu'on aborde un peu la partie, je crois que j'en parle pas trop dans les e-books, mais on pourrait aborder la partie un peu psychologique, parce que c'est Mhm. hyper important. Et un rendez-vous vendeur, il y a l'aspect technique, bien sûr, il y a l'aspect structure qu'on va voir, mais il y a aussi beaucoup de psychologique, puisqu'on est des êtres humains, on est des animaux sociaux, on touche à des projets qui coûtent parfois des millions. Donc, si on ne prend pas en compte l'aspect psychologique, l'aspect émotionnel de la personne, de nos interlocuteurs, c'est un peu perdu d'avance, en fait.
même si on est très bon techniquement. Alors, toi, quand tu arrives à un rendez-vous vendeur, tu te sens comment généralement? Est-ce que voilà, tu te sens stressé? Est-ce que tu te sens, t'arrives tranquille? Généralement, comment tu abordes les choses? Eh bien, en fait, j'arrive et stressée et zen à la fois. Mhm. Stressée, c'est normal, hein, on va rencontrer des gens pour essayer de leur montrer qu'on peut les aider. Ouais, Mais bon, à la fois, je me dis, je veux dire, ça coûte pas ma vie, donc j'y vais tranquille. Et puis parce que ça me fait plaisir de rencontrer des gens, de voir un peu enfin, leur bien, et puis d'essayer de les aider. Voilà, ça c'est de très discuter intéressant. avec eux. Ça, c'est très intéressant. Tu te mets dans une perspective où tu vas les aider. Oui, Donc ça, c'est intéressant puisque du coup, le discours va être adapté et si le vendeur le sait, il va plus avoir envie de te faire confiance. Donc ça, c'est intéressant. Ouais. Après, ce que je t'encourage à essayer de faire, c'est ce que j'appelle c'est pour ça qu'on va voir la structure. La structure va te permettre d'avoir le contrôle. En fait, c'est un peu comme quand je fais des coachings sur la pige. J'incite toujours au négo de garder vraiment le contrôle sur l'entretien, parce que si tu perds le contrôle, si tu perds le cadre, tu vas perdre au niveau du statut. Le statut, c'est comment te voit le prospect. Et moi, après, c'est ma façon de faire, ma façon voilà, de conseiller. Euh, je vais t'inviter, même si c'est une pige que tu arraches, par exemple, ça va vraiment de toujours garder un statut fort, de jamais te mettre en gros en position de subordination. D'accord? Tu fais ton métier, tu connais ton métier, tu es là pour aider. C'est toi qui a un cadre fort et qui dirige l'entretien, et c'est personne d'autre. Voilà. Déjà, en te formatant comme ça, tu vas voir que tu vas sortir du stress. Et essayer de prendre du recul aussi, parce que souvent, il y a une erreur qu'on fait, c'est que quand on va à un rendez-vous, on se dit, on pense qu'au mandat, en fait. On pense qu'au mandat, et c'est très bien que tu veuilles aider les personnes, puisque peut-être que ça t'éloigne un petit peu de la rédaction du mandat, en fait. Parce que si on pense trop au mandat, le prospect va le sentir. Et si il le sent, il va dire, tiens, lui, la fin, il veut du mandat. Et du coup, pourquoi pas en profiter. Et là, tu vois, le cadre, il va changer, c'est le vendeur qui va prendre le dessus et te faire accepter éventuellement n'importe quoi en termes de conditions. Donc, le premier conseil avant d'aborder l'aspect vraiment structure, c'est vraiment le cadre et du rendez-vous et le contrôle. Il faut que ça soit toi qui dirige. Alors, tu peux, alors attention, dans les faits, c'est toi qui dirige, mais tu peux lui laisser faire croire que c'est lui, tu vois. Après, on va le voir comment, en posant des questions, en le faisant beaucoup parler. C'est lui qui va avoir l'impression qu'il dirige, mais c'est toi, en fait. Donc, ça, c'est très, très important. Le cadre, le contrôle sur le rendez-vous et c'est toute la structure du rendez-vous, en fait, repose sur vraiment le contrôle et les bases. Euh, parce que plus, en fait, tu contrôleras, plus tu imposeras, entre guillemets, le cadre, le cadre professionnel, plus le prospect te fera confiance, en fait. Et plus tu véhiculeras une image de professionnel. Voilà. Ça, c'est important. Alors, la structure. Bon, alors effectivement, on l'a vu, tu arrives suite à une recommandation, suite à une pige. Finalement, la finalité, c'est la même chose, mais c'est vrai qu'on va avoir tendance à ne pas aborder le rendez-vous de la même façon, puisque dans un cas, on l'a vu, c'est lui qui demande, dans l'autre, c'est toi. Mais dans ta tête, c'est pareil. C'est un cadre, c'est toi qui contrôle, c'est exactement la même chose en réalité, parce que même avec l'expérience, on le voit, il n'y a pas de science exacte. Tu peux faire un très bon mandat exclusif suite à une pige où tu as eu beaucoup de mal à avoir le rendez-vous, et tu peux ne pas obtenir le mandat suite à une recommandation pour X raisons. Tu vois, parce qu'il y en a qui vont avoir tendance à arriver en terrain conquis. Alors parce qu'ils ont vendu une maison, alors qu'en fait, pas du tout. Donc, attention, voilà, toujours à rester sur sa ligne. Ah ben tiens, justement, avant de parler aussi de l'aspect technique et du rendez-vous en lui-même, bien entendu, le rendez-vous, on le prépare. Alors, qu'est-ce que tu fais toi, pour préparer ton rendez-vous? Eh bien, souvent, moi, ça vient d'une pige. Donc, je récupère toutes les informations qui m'a été dit par téléphone. Très Je bien. regarde aussi les biens qui ont été vendus dans le secteur pour voir si le prix, il correspond quand même. Mhm. Euh, Ouais, ça, c'est très intéressant. En gros, voilà.
Voilà, c'est essentiellement ça. C'est-à-dire que toutes les informations que tu as glanées sur ton prospect lors du rendez-vous pige, hein, c'est pour ça que je conseille toujours de tout noter, tu vas un peu checker à qui tu vas avoir affaire, en fait. À quel prospect tu vas avoir affaire. Tu vas le taper son nom dans Facebook, dans Google pour essayer d'avoir des informations sur eux, sur tes prospects. Et tu vas peut-être découvrir des points communs, tu vas peut-être découvrir des passions, des voyages communs. Et ça va être très intéressant puisque tu vas t'en servir en réalité pour gagner la confiance. Donc très intéressant, on prépare pour savoir à qui on a affaire avant. On fait tout pour avoir des informations. Bien entendu, on n'oublie pas son matériel, ça ça paraît évident, mais je rigole pas, ça m'est déjà arrivé d'arriver chez un vendeur sans mon cartable. Du coup, j'avais juste ça. Ça arrive, c'est bon, voilà, ça peut arriver. Et oui, et aussi très intéressant, des informations sur le bien en question, surtout au début quand on débute, quand on n'a pas trop de comparables, puisqu'on se le sait, le meilleur moyen de faire des avis de valeur, c'est d'avoir beaucoup de comparables et d'expérience sur le terrain pour savoir de quoi on parle et pour savoir de quel type de bien notre cible d'acheteur est intéressé. Donc oui, on cherche des infos sur notre prospect, sur le bien, on n'oublie pas son matériel, on peut éventuellement se rappeler la structure qu'on va voir aujourd'hui. On peut commencer à anticiper quelques objections pour vraiment être comme un sportif boosté. Et puis, on arrive chez le prospect. Alors toi, quand tu arrives chez le prospect, comment ça se passe généralement? Eh bien, je me présente et souvent, hop, on attaque la visite du bien. Mhm. Voilà, on ne discute pas forcément. Euh, c'est peut-être aussi une erreur. Enfin, on attaque la visite du bien et moi, je parle beaucoup et je suis peut-être un petit peu trop enthousiaste parce que je Ah trouve ouais. toujours quelque chose de beau et donc du coup, je leur dis waouh, c'est beau ça, c'est super chouette, hein, Ouais. c'est sympa, etc., etc. Et je me dis que c'est peut-être pas c'est peut-être pas le top ce que je fais. D'être très enthousiaste. Voilà. Puis après, vers la fin du rendez-vous, je leur dis ce que je pense du prix malgré tout. Et après, je leur explique en quoi je peux les aider. Mhm. Donc, les services qu'on propose et aussi à quoi on sert en tant que conseiller en immobilier. Et puis voilà. Et je leur dis aussi, je vais pouvoir voir si votre bien correspond aux demandes que j'ai. Mhm. Et puis, je m'en vais bredouille. D'accord. Oui, donc on sent un peu que ça manque de structure, que finalement, en fait, c'est le vendeur qui contrôle en fait le rendez-vous. Je crois. Sur la fin, c'est Comment lui. tu me dis les choses, d'accord, je comprends. Alors, effectivement, là, c'est le vendeur qui contrôle. Donc, alors, déjà, c'est vrai que ça arrive très souvent quand on arrive tout de suite, le vendeur. Bon, allez, on va visiter. Tout de suite, généralement. Allez, vous voulez voir, on y va. Déjà, alors, après, toujours pareil, on s'adapte, mais là, on va voir les grandes lignes, on va voir les grands principes. Mais après, évidemment, sur chaque rendez-vous, on s'adapte. Moi, la structure que je vais te donner là, c'est vraiment une structure que j'utilise depuis des années, que j'ai toujours utilisé celle-là. Mais parfois, ça m'arrive, j'ai pas envie de la faire et je laisse faire. Ok, on y va. Voilà. Mais bon, en règle générale, on va plutôt éviter. Parce que là, déjà, c'est une première forme de subordination. C'est lui qui t'a dit, oh, on y va, on visite. Mhm. Donc là, pas D'accord. bon, en réalité. Voilà. Sauf avec l'expérience, après, quand on sait rebondir. Mais là, déjà, c'est lui qui commence à prendre le contrôle sur le rendez-vous. La deuxième chose, c'est effectivement de commencer à flatter le vendeur sur le bien. Moi, je vais t'inviter à pas le faire. Parce qu'encore une fois, c'est un signe de subordination. Parce que il a très certainement l'habitude, puisqu'il a peut-être vu d'autres conseillers avant toi. Et quand on se met dans une position où c'est vraiment beau, voilà, faut pas en faire trop. Alors parfois, si c'est sincère et qu'on trouve quelque chose de différenciant par rapport à ce qu'on voit d'habitude, oui, il faut pas hésiter, bien entendu. Faut lui envoyer un peu de reconnaissance. Mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Euh, L'anti-vente marche bien. L'anti-vente, le fait de dire, mais vous avez un bien comme tout le monde, il n'y a rien, il n'y a pas de quoi fouetter un chat, quoi. Voilà. Tu vois, il va se dire, ouf. Et c'est lui. Parce qu'en faisant ça, en fait, tu vécu une image de, il est beau, mais tu as envie de lui plaire. Tu as envie de plaire à tes prospects, tu as envie de leur faire plaisir, tout ça. Et du coup, ça mine voilà, tu perds un peu du statut, tu vois, tu te mets dans un peu, inconsciemment, dans un statut inférieur. Parce que voilà, tu veux le flatter. Il doit le sentir. Mais le fait de garder un cadre dirigeant et de lui dire, oui, bon, tu vas pas lui dire comme ça, mais tu vas lui dire, oui, effectivement, vous avez un bien, euh, euh,
avec des avantages et des objections, comme tous les biens. Vous avez des avantages et des inconvénients, comme tous les biens. Par exemple, de rester linéaire, c'est lui qui va chercher plus à te plaire et à te vendre le bien, généralement. Oui, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça. Oui, oui, tout à fait. Effectivement, vous avez ce genre de prestations. J'en ai vu régulièrement, d'ailleurs. Voilà, tu vois, le mettre, attention, c'est moi qui contrôle. Vous avez un joli bien, certes, mais moi, je vais pas vous faire de flatterie qui sert à rien pour te faire plaisir. Je suis pas là pour ça. Je suis là pour vendre. Voilà. Toujours rester bien dans le cadre professionnel et avoir l'autorité, en fait. Il faut toujours garder l'autorité, en réalité. Quand je dis autorité, c'est une autorité de contrôle, c'est pas lui donner des ordres, quoique parfois. euh, donc voilà, quand on va arriver, en gros, première étape, on sonne tranquille, bonjour, on rappelle l'heure, on avait bien rendez-vous à 14 heures. Évidemment, on se présente avec le sourire, c'est important le sourire, on rappelle l'heure du rendez-vous, on va rentrer, il y en a pour quelques secondes. Voilà. Et là, il y a une deuxième étape que j'appelle la phase d'adaptation, en fait. La phase d'adaptation, je ne sais pas si tu l'as ressenti, c'est la phase où tu sais, c'est juste après, une fois que tu es rentré dans la maison, ça flotte. Tu sais, c'est quelques secondes, on se cherche, on se regarde, on ne sait pas trop qui va commencer à parler. Oui, bon, on commence par quoi? On visite, on s'assoit. Je ne sais pas si tu le ressens, cette phase. Voilà. Oui, si, ça arrive souvent quand même. Voilà. Et bien ça, c'est ici. C'est ici qu'il faut prendre le contrôle. C'est presque, en fait, c'est bête, hein, mais c'est presque ici que tout se joue. Tu es dans cette phase d'adaptation. Et c'est là que tu vas prendre le contrôle. Et s'il te dit, bon, allez, on va visiter, tu veux lui dire, oui, on va visiter avec plaisir, mais tout d'abord, est-ce que vous avez un endroit où je peux poser mes affaires, est-ce qu'on peut s'asseoir? On va discuter quand même. Voilà. C'est toi qui reprends le contrôle sur le rendez-vous. Oui, on va y aller, mais d'abord, on fait ça. Et il va te dire oui, dans 99% des cas. Parce que déjà, en plus, tu arrives avec ta sacoche, tu as ton manteau, tout ça. Il va te dire on va visiter, mais tu n'as rien pour noter. Enfin, tu vois, c'est pas terrible, tu vois. Tu vas perdre du temps. Donc, oui, on va aller visiter. Donc, on va pas dire non. On va pas non plus aller à l'encontre. Oui, mais d'abord, on va s'asseoir. À ton avis, au fait, un rendez-vous vendeur, ça dure combien de temps à peu près? Bah, moi, ça dure en général 1 heure. Ouais. En fonction des biens, c'est toujours pareil, hein. C'est adapté si c'est un petit ou un gros bien. Mais part du principe qu'un bon rendez-vous vendeur, ça doit durer pour un petit bien 1 heure et demie à peu près, 1h20, 1h30 pour un petit bien. Et pour un gros bien où il y a beaucoup de choses à voir, plus compliqué, jusqu'à 2 heures, 2 heures et demie. Voilà. Au-dessus, non, parce qu'au-dessus, ça commence à faire. Bon, pourquoi pas, hein, si tu repars, voilà, si tu choisis, parce que tu sais que derrière, tu vas obtenir une superbe exclue, que ça en vaut le coup, tu peux faire un peu plus. Tu peux faire 3 heures. Moi, j'ai déjà fait des rendez-vous de 4 heures, mais je suis parti avec une super exclue et derrière, j'ai vendu direct. Quand tu sais que ça vaut le coup, tu vas le faire. Mais dans la grande majorité des cas, un bon rendez-vous vendeur, le temps de faire toute la structure et d'écouter le vendeur et de faire tout ce qu'il y a à faire, c'est entre 1 heure et demie et 2 heures et demie. Voilà. En moyenne, c'est toujours pareil, ça s'adapte. On s'adapte. Moi, j'ai déjà fait des rendez-vous vendeurs en 3/4 d'heure parce que je savais qu'il n'y avait pas besoin de plus. Après, on s'adapte. Mais dans la moyenne, part sur ça à peu près. Sinon, c'est qu'à mon avis, il doit manquer une étape. Oui, d'accord. Donc, phase d'adaptation très importante, c'est là où vraiment tu vas prendre le contrôle et tu vas lui proposer au prospect d'aller s'asseoir. Et c'est aussi à ce moment-là, que tu vas repérer dans la maison, dans le bien, des points communs, en plus de ce que tu as pu checker avant. Par exemple, il y aura un tableau de voyage où tu es allé, où tu as vu qu'il y avait un chien. Tu vas commencer en fait à chercher des points communs, des similitudes avec tes prospects, toujours pareil pour t'en servir après. Justement, à la prochaine étape. Ça peut être, voilà, une passion commune, un voyage. Ça peut être bon, moi, je joue beaucoup aux échecs. Avant, je jouais énormément aux échecs. J'en ai fait des années en club. La dernière fois, je suis rentré, il y avait un échiquier, donc tu te doutes que c'était facile. Pareil, la dernière fois, c'était avec du matériel de tennis. Tu vois. Voilà. Tu cherches des points communs et tu vas voir comment on va s'en servir après. Justement, donc là, pareil, ça dure quelques secondes, cette phase-là. Là, entre l'entrée et cette phase d'adaptation, c'est 1 minute. Hein. C'est très rapide. Hein. Okay. Après, il y a la troisième partie, c'est la présentation. Donc là, tu es assis du coup.
Le prospect a tenté, comme dans la majorité des cas, de prendre le contrôle. Évidemment, tu ne l'as pas laissé. Tu lui as dit oui, on va l'éviter, mais tout d'abord, on va s'asseoir. On va s'asseoir et on va discuter. Alors, encore une fois, la structure elle est adaptée en fonction des prospects, en fonction du projet. Parce que tu vas voir qu'en fonction des projets que tu vas avoir, il y en a où c'est très bien, c'est très joyeux, c'est la famille qui s'agrandit, mais il y en a, c'est l'inverse. Donc, tu vas voir que ça va être très compliqué parfois de garder le contrôle. Ils vont carrément t'arracher le contrôle parce qu'ils sont pressés, parce que si, donc ça demande aussi l'adaptation. On ne va pas non plus au conflit. Il faut avoir le cadre, mais si tu vois que c'est trop complexe au niveau du projet, ou que, je sais pas, il y a un divorce qui se passe très mal, ou qu'il y a une succession, enfin que c'est très lourd, ou qu'il y a, ça peut arriver que tu arrives et qu'il y a 5 ou 6 vendeurs, par exemple, suite à une indivision, enfin voilà, ben, ça demande de s'adapter, et parfois tu vas lâcher un peu de contrôle pour justement que le rendez-vous puisse se faire, justement. Mais après, ça va être l'expérience que tu le verras. Mais dans la majorité, tu auras toujours un fond de structure, tu verras. Donc, la troisième partie, c'est la présentation. La présentation, donc, tu es à table, tu commences à sentir ton matos, de quoi écrire. Et en fait, vous allez parler de tout, sauf d'immobilier, en réalité. Tu vois, c'est ce que j'en disais par rapport au fait de s'adapter. C'est que si tu as un projet classique, voilà, où il n'y a pas de tension, bon, c'est quand même la majorité des cas, bah, les gens, ils vont parler. Mais si tu sens que c'est compliqué, que l'ambiance est très lourde, tu vois, cette étape, tu vas la minimiser, tu vas passer plus vite sur le projet. Ça, tu vas t'adapter. Voilà. Sinon, tu vas t'entendre dire, bah non, on est là pour parler de mon bien, pas pour, voilà, tu vois. Donc ça, tu vas le sentir, même si dans la très grande majorité des cas, les gens adorent parler d'eux. Et ça, cette période-là, tu vois, c'est la continuité de l'adaptation parce que tu vas faire parler les prospects. Ce qui est très important aussi à comprendre, c'est que, en fait, nous, notre métier, que ce soit dans un rendez-vous vendeur ou ailleurs, il est constitué de 80% d'écoute, en fait. Donc, on gagne la confiance d'un prospect en l'écoutant. Ce n'est pas en parlant, contrairement à ce qu'on croit. Donc, je ne sais pas si dans toi, si c'est l'inverse, si tu parles 80% du temps, c'est un peu ça. C'est dans lequel j'ai l'impression, ben en fait, il va falloir que tu fasses l'inverse. Il va falloir que ton rôle consiste uniquement à poser des questions et à les faire parler. C'est tout. Voilà. Et tu verras que tu vas considérablement gagner leur confiance et qu'ils vont t'apprécier en parlant et en racontant leur vie. Tout simplement. On est là pour ça aussi. Et là, tu vas ressortir tout ce que tu as checké dans ta préparation et dans la phase d'adaptation. Tu vas chercher un point d'accroche, en fait, pour les faire parler. Voilà. Alors, soit tu te présentes à ce moment-là, soit tu les fais parler. Après, ça, encore une fois, on s'adapte. Tu vois, tu t'adaptes, voilà, en fonction de qui tu es. Les deux sont possibles. Soit tu t'assois, tu rappelles pourquoi tu es là et tu te présentes, direct. Soit, alors, bah, je vois que vous avez un chien, il est super bien. Comment il s'appelle? Alors que moi, je déteste les chiens, mais combien de fois je l'ai fait? Il est super bien, mais tiens, mais c'est quelle race? Attendez, tu t'intéresses, tu les fais parler, voilà. Là, je prends l'exemple du chien. Oh, mais vous avez un magnifique tableau, là, mais vous étiez en Corse l'année dernière ou quoi? Parce que j'y suis allé, là, c'est rigolo, vous avez vu ce. Voilà. Ah ouais, et puis ils vont te raconter leurs vacances, tu vois. Pareil avec n'importe quoi. Moi, la dernière fois, je me rappelle, je suis arrivé, il y avait un terrarium avec un lézard comme ça dans le salon. Enfin, le mec, il avait fait une installation de branques. Tu vois, c'était limite comme dans un zoo, le truc. J'y connaissais rien. Je fais, ah, c'est super joli. Putain, c'est quoi, c'est un lézard? Et voilà, je me suis intéressé à lui. Voilà. Il m'a parlé de son lézard pendant 10 minutes. Alors que j'en avais rien à cirer. Mais c'est pas grave. Je me suis intéressé à lui, je lui ai envoyé de la reconnaissance. Et inconsciemment, ça crée du lien. Et tu vas passer pour quelqu'un d'agréable et de sympa. Voilà, parce que les gens veulent aussi avoir à faire attention avec le mot sympa, c'est pas sympa, ouais, il est sympa, c'est professionnel, mais les gens veulent aussi avoir affaire à un professionnel sympa. Voilà, sympa, agréable, qui écoute ses prospects, qui s'intéresse à ses prospects. Voilà, c'est plus là. Donc, ça, c'est la phase où tu es assis, ça va durer à peu près 10 minutes, tu vois. 10 minutes à un quart d'heure, tu fais parler le prospect, parler. Il parle de sa vie. Voilà. Très important cette phase-là pour gagner sa confiance. Ça adapte, on s'adapte encore une fois. Si tu sens que le prospect n'a pas envie de parler, ça va durer 5 minutes.
mais c'est toujours 5 minutes où le prospect a parlé. Ok. Alors, après, une fois que voilà, c'est entre 5 et un quart d'heure grand max, parce qu'après, il ne faut pas non plus, il faut rappeler pourquoi on est là, on va revenir sur le projet. On va essayer, alors dans l'idéal, il faut essayer de faire une pirouette. Voilà, parce que très souvent, tu vas voir qu'ils vont te parler de leur vie et puis ils vont ramener, tu vas voir, tu vas le sentir. Inconsciemment, ils vont revenir tout seul au projet. Ils vont te dire, ah ben on était là, ah ben justement, c'est pour ça qu'on envisage de vendre. Tu vois, tac, il t'a dit, ah ben c'est pour ça. Donc là, tiens, c'est que sûrement, il souhaite inconsciemment revenir sur son projet. Donc sans le brusquer, sans dire, bon allez, on revient au projet. Ah ben justement, votre projet, alors du coup, racontez-moi, alors qu'est-ce qui se passe? Effectivement, vous souhaitez vendre. Qu'est-ce qui fait que vous souhaitez vendre? Et là, tu le ramènes sur son projet. Voilà. De manière, c'est très subtil, on est vraiment dans le relationnel. Et là, tu vas pas parler du bien en réalité. Tu vas parler du projet. C'est très important. Le bien, on verra plus tard. Le bien, c'est après, c'est la technicité. Là, c'est le projet. Le projet compte et pour moi encore plus important que le bien lui-même. Parce que s'il n'y a pas de projet, il n'y a pas de vente. Donc, pourquoi il vend? Et là, en fait, c'est une phase où tu vas poser beaucoup de questions sur le projet, sur ce qui éventuellement, pour te donner un axe, ce qu'il y a eu avant, pendant et après. Donc, avant, pourquoi ils ont acheté? Est-ce qu'ils ont été passés par une agence? Comment ça s'était passé? Pourquoi ils sont venus là, etc. Pendant, alors, ok, effectivement, pourquoi vous souhaitez vendre? Qu'est-ce qui, comment, voilà, avez-vous vécu ici? Et, voilà. Alors, le pendant, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais c'est plus des questions un peu contemporaines, en fait. Voilà, qu'est-ce que vous avez fait sur votre bien? Est-ce que vous avez fait une vie sociale, le voisinage? Enfin, tu vois, c'est plus sur le présent. Et le futur, c'est pourquoi vous, alors là, c'est la question la plus importante, c'est pourquoi vous vendez? Parce que ça, c'est la base. Quel est votre projet? Pourquoi vous vendez? Si tu sais pas ça, laisse tomber. C'est quasiment, alors tu vas peut-être faire un Honda, mais tu vas être tout le temps embêté parce que, en fait, la vente dépend du projet. Quand souhaitez-vous vendre? Quand souhaitez-vous partir? Pourquoi souhaitez-vous partir? Qu'est-ce que vous ferez quand vous serez parti? Est-ce que vous restez dans le coin? Est-ce que vous partez? Est-ce que vous avez une mutation? Voilà. Tout ça, c'est super important parce que là, tu notes et tu notes vraiment tout ce qu'il te dit et ils vont te donner des informations vraiment très importantes. Parce que plus tu en sauras sur le projet, plus tu t'en serviras, en fait, plus tard. Par exemple, pour baisser le prix. Parce qu'il va te dire, ouais, moi je suis pressé, dans 4 mois je suis muté, il faut vraiment que je vende. Oui, mais vous en voulez 40 000 euros plus cher que le marché. Donc si on fait ça, dans 3 mois ou 4 mois, vous y êtes encore. Peut-être même un an. Du coup, on va peut-être mettre au prix. Voilà, c'est un exemple. Hein. Mais c'est quand on argumente sur le prix, on rappelle toujours le projet, on rappelle la problématique. S'il était là, c'est qu'il y a une problématique, c'est qu'il y a un besoin. Et tu es là pour répondre à ce besoin. Il veut vendre, oui, mais pourquoi? Très important. Donc, on parle de tout, sauf, on parle du projet, voilà. Du projet, mais pas vraiment du bien. S'il essaye de revenir sur le bien, sur, ouais, j'ai 40 mètres, j'ai 120 mètres carrés, tout ça, ok, il n'y a pas de problème, tu notes, mais après, tu le ramènes sur son projet. Voilà. Ok. C'est vraiment très important, le projet. C'est ce qui découle vraiment toute la vente. Hein. Parce que s'il n'y a pas de projet, il n'y a pas de vente. S'il te dit, ouais, bah, de toute façon, ouais, bon, c'est juste pour voir si ça marche, voilà, on veut faire une plus-value. Bah, c'est que derrière, il n'y a pas forcément de projet. Et tu sais que derrière, il va en vouloir 50 000 euros dessus du prix et que tu vas lui dire, ouais, mais ça ne marchera pas. Il va te dire, ouais, c'est pas grave, on essaye. On essaye, c'est pas grave. Et puis si dans 4 mois, j'ai pas vendu, je mets en location. Moi, perso, je fais pas le mandat. Si Mm. tu dis ça, bon, là, c'est le cas extrême. Parce que tu sais que tu vas pas vendre, tu vas gaspiller ton temps et de l'argent. Donc, faut pas avoir peur. Tu es toujours dans le cadre. Ok, il n'y a pas de problème. Testez. On se rappelle dans 6 mois quand vous y serez encore. Mais moi, je travaille pas dans ces conditions. Tu vois. C'est toi l'autorité. Et tu vas voir que c'est lui qui va te rappeler pour te dire, bon, vous avez raison. euh, prochaine étape, c'est la visite, en fait. Donc là, tu as pas mal d'infos sur le projet. Maintenant, on passe à la visite. Allez, monsieur le vendeur, faites-moi découvrir votre bien. Donc voilà, là effectivement, tu vas poser des questions sur le bien, tu vas commencer à t'intéresser sur l'aspect technique. Tu vas voilà prendre tu vas le mesurer, les superficies, le chauffage, les revêtements. Tu vas tout prendre sur le bien, pièce par pièce. Évidemment, tu vas faire parler le vendeur toujours. Il va te vendre sa maison, voilà, comme ils font d'habitude. Il va te parler sa maison, ma maison c'est la plus belle. J'ai fait ça, j'ai mis une cuisine à 25 000 euros. Nanana. Ok, on note, on note, on note. Voilà, la visite. Ensuite, la visite,
euh, après la visite, vous allez revenir à la table, tout simplement. Tu vois, c'est ton point de chute, en fait, là où il y a des affaires. Tu vas reformuler tout ce que tu as vu, tu vas le faire répéter, tu vas prendre des informations complémentaires que tu n'as pas pris pendant la visite. Mais c'est aussi à ce moment-là que tu vas faire le point sur la partie juridique. C'est à ce moment-là que tu vas demander les documents de la maison, le titre de propriété, les diagnostics, tout ça, c'est à ce moment-là. Parce que si tu le fais avant, tu as vu qu'on n'en a pas parlé avant, hein, parce qu'il y en a qui vont le faire aussi, ça. C'est soit ils te font, ouais, allez, on va visiter, ou il y en a, ils arrivent, ils te disent, tenez, bam, voilà le dossier de la maison. Ils te sortent un dossier comme ça. Ben merci, hop, je le mets de côté, alors, on reprend. tu regardes même pas. Oui. Tu vois, et tu continues le cursus. Et c'est qu'à ce moment-là que tu ouvres le dossier. Alors, je reprends le dossier. Alors, effectivement, parce qu'avant, ça peut faire un petit peu. Alors, si tu le donnes, c'est qu'il est quand même ouvert. Mais ça peut faire un peu intrusif dès le départ, de rentrer comme ça dans sa vie privée. Donc, moi, je le regarde jamais. Enfin, si, ça m'est déjà arrivé plein de fois, mais parce que je sais avec l'expérience que ça le faisait sans problème et que j'avais envie d'aller vite. Mais en règle générale, dans la structure, on ne le regarde pas avant parce que ça peut faire intrusif. Donc, c'est à ce moment-là, après la visite. Là, après la visite, t'es facile à 3/4 d'heure de rendez-vous déjà. Facile. Hein. Tu vas regarder la partie juridique, donc titre, diagnostic, servitude, qui est propriétaire vraiment, le prix, n'hésite pas à regarder le prix, combien il a acheté, comme ça, les discretos, comme ça tu verras si s'il s'est fait avoir ou pas, s'il s'est fait avoir ou pas il y a quelques années. Voilà, c'est la partie juridique. Et là, normalement, une fois que tu as fait la visite, que tu as pris toutes les informations, que tu connais le projet, que tu as checké tous les documents, normalement, tu as tout sur le bien. Sauf le prix. Oui. Sauf le prix. C'est à ce moment-là que tu vas faire l'annonce du prix. Alors, moi, j'aimais bien enchaîner sur, une fois que j'avais tout, bon, monsieur le vendeur, je crois qu'on a fait le tour. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voyez quelque chose à rajouter? Oh, ben non, non. Moi, j'aime bien se poser cette question parce que parfois, alors c'est rare, hein, mais ça peut arriver qu'il te cache un truc ou tu vois, qu'il voulait pas trop. Mais sinon, il y avait ça dans le garage. Ouais, on a oublié quelque chose. On sait jamais, tu vois, c'est très rare, mais ça peut arriver qu'il t'ait pas dit quelque chose, une situation sur le bien. Voilà. Normalement, non, on sait jamais. Donc, en règle générale, il va te dire, oh, mais c'est bon, on a fait le tour. Hein. Très bien. Mais il nous manque quelque chose. C'est maintenant qu'on se fâche. C'est maintenant qu'on parle du prix. Tu peux le passer sous l'humour. Oui, bien sûr. En fonction de qui tu as affaire. Hein. Toujours pareil. Alors là, c'est là que tu vas faire le choix, en fait, du fameux R1 et du fameux R2. Est-ce que tu fais le choix de faire le mandat? C'est parce que ça veut dire, en fait, tout simplement, est-ce que tu fais le choix de faire le mandat aujourd'hui? Parce que, attention, si tu es le vendeur, si tu es chez le vendeur, c'est pour faire le mandat. C'est pas pour autre chose. Par contre, effectivement, dans certains cas, on peut le faire en 2 fois. Donc, est-ce que tu fais le choix de le faire en 1 fois ou 2 fois? Ça, c'est au cas par cas, j'ai envie de dire. C'est au cas par cas. Et bon, moi, je suis un grand partisan du R1. Moi, j'en ai quasiment jamais fait des R2. C'est très rare. Sauf si juridiquement, je ne pouvais pas signer parce que j'avais pas tous les indivisaires. Sauf si vraiment, ils n'étaient pas mûrs. Tu vois, que finalement, ils n'étaient pas vendeurs, en fait, hein, tout de suite. Mais en tout cas, s'ils étaient vendeurs, moi, je faisais contracter direct. Voilà. Tu peux faire un R2 si tu n'es pas sûr du prix. Voilà. Si tu n'es pas sûr du prix, que tu veux amener des comparables, tu vois, leur montrer. Tu peux faire un R2 si tu annonces ton prix, qu'il est absolument pas d'accord et que tu soutiens que c'est la fourchette, mais qui te dit non et que tu vas écouter, on va faire un rendez-vous, je viens avec des comparables, pour lui mettre des comparables sous le nez, regardez, tout ça, vous avez 5 biens comparables. Ils sont tous 40 000 ou 30 000 ou 20 000 en dessous de votre bien. Ils partiront tous avant le vôtre. Donc, ce qui fait que vous m'avez dit la dernière fois que vous étiez muté, que vous avez, sauf erreur de ma part, monsieur le vendeur, vous vendez parce que sinon il va se passer ça. Mais qu'est-ce qui va se passer si on ne vend pas, du coup? Tu vois, tu reviens sur le projet. C'est pour ça que c'est très important le projet. D'accord. Donc après, c'est à toi de voir si tu fais le R1 ou le R2.
Alors, pour faire tout en R1, il faut quand même l'expérience pour savoir tout de suite combien ça va coûter. Quand c'est une maison qui est en bon état, il n'y a pas de souci, on a Ouais. notre idée de tarif. Quand c'est une maison avec des travaux ou avec des grosses dépendances, parce que moi, j'ai beaucoup de fermes autour de chez moi, donc c'est Mhm. un peu plus compliqué de donner un tarif tout de suite. Mhm. Donc voilà, il y a déjà ça. Ben, dans ce cas-là, effectivement, tu peux partir sur un RAD2. Voilà. Voilà. Et après, pour ramener des comparables, est-ce que c'est des comparables que notre agence a vendus? Non, ça peut être des comparables de concurrents aussi, on est d'accord, hein. Des concurrents, tu vas Ok, sur ce loger, tu imprimes un maximum de comparables, en fait, pour soutenir ton avis de valeur, en fait. Voilà. ok. Ça soutient ton avis de valeur. Et dans ce cas-là, si tu fais un R2, tu vas effectivement, dans l'idéal, faire un petit dossier sympa, voilà, avec une page de garde, avec, tu peux annexer donc les avis de valeur. Bon, tu as aussi des logiciels qui t'aident à faire ça, si l'agence est abonnée. Non, bon. Bon, moi, après, franchement, moi, pour ça, je suis pas un bon exemple. Enfin, tu sais, moi, un avis de valeur, c'était une feuille. Alors, tu vois, Mm. parce que on le sait, les vendeurs, il y a une seule feuille. Tu auras beau leur faire un dossier de 15 pages avec 50 000 graphiques qui servent à rien pour moi, c'est que du tape à l'œil. Il y a une seule page qu'ils veulent, c'est là où il y a le prix. Tout le reste, ils s'en foutent. Exact. Et Oui. si leur prix, si le prix que tu as donné ne correspond pas à leurs attentes, tu auras beau faire autant de graphiques que tu veux. Euh, Sauf, encore une fois, tu vois, pour faire comprendre le message, il faut taper là où ça fait mal, entre guillemets, il faut taper sur des notions subjectives, c'est-à-dire leur projet. Monsieur le vendeur, vous m'avez dit que moi j'ai fait baisser un prix la dernière fois, vous m'avez dit c'est des personnes qui commencent à avoir de l'âge dans une immense maison, ils voulaient vendre pour se rapprocher de la famille et des enfants. Vous m'avez dit que vous souhaitez le plus vite possible par rapport à à votre situation, rejoindre votre famille et vos enfants. Sauf que là, malheureusement, dans ces conditions, je suis pas sûr que vous les rejoigniez cette année, même l'année prochaine. C'était vraiment sur le projet, quoi. On argumente toujours sur le projet. On argumente toujours sur la problématique. Beaucoup plus que, bah, monsieur le vendeur, vous vendrez pas parce que c'est trop cher. Regardez, c'est trop cher, c'est le marché. Ouais, mais c'est table du marché. C'est pas son problème, le marché. C'est objectif. Donc, oui, on se sert des notions objectives du marché pour après, voilà, lui faire comprendre que, euh, ça va pas marcher. Et là, tu interviens dans les notions subjectives. Parce que c'est ça qui restera ancré. C'est le fait qu'ils iront pas voir leurs enfants. C'est le fait que dans 4 mois, il est muté et qu'il sait pas ce qu'il va faire de sa baraque. C'est le fait que et que s'il vend pas, ses problèmes d'argent ne vont pas se résoudre. Voilà. Peu importe le projet. C'est le fait que, la famille s'agrandit dans 9 mois et que si vous n'avez pas vendu, du coup, on le met où le bébé? Voilà. C'est le projet. Et tu verras que ton taux d'acceptation de baisse de prix et de conditions tarifaires, tu n'auras jamais 100%, bien sûr, mais en tout cas, tu pourras considérablement augmenter ton ratio. Ok. Donc, voilà, l'annonce du prix, soit en R1, soit en R2. Donc, tu as annoncé le prix, et là, il va falloir le défendre. Il va falloir le défendre, et dans la majorité des cas, il ne sera pas d'accord, on le sait. Ils vont vouloir donc du coup leurs conditions. Moi, j'aime bien poser la question, monsieur le vendeur, à votre avis, combien un acheteur va investir sur votre bien? Tu vois, tu inverses la tendance. C'est pas combien vous en voulez. C'est à votre avis, combien un acheteur va investir sur votre bien? Ils vont te donner le tarif. Bon, si c'est au prix, bon, bah, très bien, hein, tu peux directement passer à la phase suivante. Mais si c'est pas au prix, il va falloir défendre ta fourchette. Et tu vas devoir aussi dans quelles conditions tu vas devoir travailler avec eux. Voilà. Et là, c'est vraiment cas par cas. Si tu as un prix qui est au-dessus, mais que tu as un bien qui est rare, tu as des facteurs différenciants et que tu sens que ça peut le faire, pourquoi pas accepter un prix un peu au-dessus, euh, parce que il peut y avoir vraiment un phénomène de coup de cœur et que tu sens qu'avec ton marché, ça peut marcher parce que c'est vraiment un bien rare. Et qu'il y a un projet derrière, surtout très important. On en revient au projet encore, hein, et que tu sais qu'il y a une problématique derrière. Si tu sais que tu es 10% au-dessus du prix et que derrière, il n'y a pas de projet, c'est-à-dire que c'est un opportuniste, il veut juste voilà, savoir combien, voilà, si ça va marcher, faire une plus-value, et puis putain, s'il ne vend pas, il ne vend pas. Moi, personnellement, je leur dis non, moi je ne travaille pas. Parce que je sais que je vais perdre mon temps, monsieur le vendeur. Je vous invite à trouver un confrère qui acceptera à travailler dans ces conditions, mais désolé, je ne suis pas magicien
Et je ne travaille qu'avec des personnes vraiment qui ont conscience du marché. Bonne journée. Moi, je me casse. Moi, je l'ai déjà fait. Hein. Alors là, il faut parce que sinon, tu vas accepter n'importe quelle condition et tu vas galérer, tu vas perdre du temps et de l'argent, en fait. Voilà. Donc, non, on ne travaille pas dans ces conditions, on n'accepte pas de mandat au-dessus. Alors voilà, c'est au cas par cas. S'il y a un projet, un vrai projet, mais que c'est un peu trop cher, moi, je rentre parce que tu sais que le projet, il va continuer à mûrir et que tôt ou tard, il sera obligé de baisser. Après, on met en place un suivi. Mais s'il n'y a pas de projet, bon, ben, tu vas perdre ton temps. Donc après, c'est à toi de voir si tu veux faire un mandat pour, entre guillemets, t'en remettre à la chance. Moi, je le dis au vendeur, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on travaille ensemble, mais on s'en remet à la chance? Ou est-ce qu'on s'en remet à une vraie stratégie? Et après, tu vas commencer aussi à lui faire peur en parlant du phénomène d'usure. Monsieur le vendeur, je vais vous dire ce qui va se passer si vous n'acceptez pas les conditions tarifaires normales, enfin de marché. Déjà, il ne se passera rien, ou pas grand-chose, parce qu'on n'est pas magicien. Et les internautes, les acheteurs sont des internautes. Et ils ont tous les outils nécessaires pour faire des avis de valeur eux-mêmes. Donc un acheteur, quand il rentre dans votre bien, il connaît le prix du marché. Déjà, aussi bien que nous, pour commencer. Ensuite, donc personne ne va acheter, ou dans tous les cas, vous aurez une négociation qui vous remettra dans les prix du marché. Donc vous allez perdre du temps. Mais c'est surtout que s'il ne se passe rien, qu'est-ce qui va se passer, monsieur le vendeur de votre bien? En fait, il va rester en publication sur la toile et il va renvoyer ce qu'on appelle un phénomène d'usure. Il va s'user sur Internet. Il va renvoyer une image d'invendu. Et personne n'a envie d'acheter un invendu. Donc, au bout de 3 mois, qu'est-ce qui va se passer? Ou 4 mois, personne aura acheté, ce qui fait qu'il va tout simplement renvoyer une image d'invendu. Et face à ça, le marché réagit de deux façons. La première, c'est qu'il n'appelle pas parce que personne n'a envie d'acheter un invendu. C'est l'orgueil qui joue. La deuxième, c'est ok, ça fait longtemps qu'il est à la vente, donc c'est qu'il doit être pressé, donc on va faire une forte négociation. Voilà, la deuxième catégorie d'acheteurs que vous allez avoir. Est-ce que vous avez envie de travailler dans ces conditions? Vous, monsieur le vendeur, vous êtes en train de chercher un bien. Si vous voyez le même bien affiché, en plus, vous allez, après par la suite, comme vous allez commencer à stresser, vous allez aggraver votre situation en mandatant plusieurs agences, ce qui accélérera encore plus ce phénomène. Du coup, monsieur le vendeur, quand vous voyez un bien, puisque vous êtes en train de chercher, affiché à plusieurs prix différents sur le secteur là, que vous convoitez, qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que ça vous donne envie de cliquer même sur l'annonce? S'il est honnête, il va te dire non. Donc, est-ce que vous avez envie que ça arrive pour vous, monsieur? Est-ce que vous avez envie que votre bien soit dans les oubliettes et de faire partie de la catégorie des invendus? Tu peux lui parler de Castorus aussi. Voilà. Donc, tu vas argumenter avec le phénomène d'usure, avec des comparables, et sur le projet, tu vas principalement argumenter sur ces 3 axes. Mm-hmm. Là, ça te fait déjà un bon bagage pour argumenter. Phénomène d'usure, donc tu lui fais peur. Le projet, monsieur, si vous vendez pas, si vous mettez pas au prix, vous vendrez pas, et votre projet, il se réalisera pas. Et que en plus, tu soutiens ton blabla sur du palpable, sur des arguments, sur des comparables, tu vas considérablement augmenter tes chances qu'il accepte tes conditions. Parce que tes conditions sont honnêtes et qu'elles reflètent le marché. Donc, il va comprendre où est son intérêt. Voilà. Après, tu peux faire un petit peu d'humour. Il te dit, j'en veux tant. On peut essayer. Vous savez, c'est comme aller à Las Vegas. Voilà. Sur des millions de personnes qui tentent, seule une poignée y arrive. Voilà. Vous voulez faire partie d'une poignée? Vous voulez vous en remettre à la chance? Écoutez, moi je suis pas employé de casino, mais on peut essayer. Moi je suis agent immobilier, je suis conseiller immobilier, donc moi je préférerais m'en remettre à une vraie stratégie, mais parfois tu peux le jouer avec l'humour aussi. Voilà, l'humour ça marche bien aussi. Mais en tout cas, voilà, tu vas devoir choisir dans les conditions dans lesquelles tu vas travailler. Voilà. Est-ce que tu acceptes ce mandat ou pas? En fonction des conditions. Après, tu vas avoir donc là, c'est tout ce qui est traitement des objections sur le prix, tu vois. Bon, si vous arrivez à trouver un accord sur le prix, moi, j'aime bien pour passer à la phase d'après, j'aime bien attaquer sur, bon, allez, monsieur le vendeur, vous êtes un audacieux, s'il y a un projet, tu vois, et qu'il y a un bien qui vaut un peu le coup, allez, on tente le coup, on se remonte les manches, ok, j'accepte, attends,
Parce qu'en plus, n'oublie pas que ça se trouve, tu es arrivé après une pige et qu'à la base, il n'avait pas envie de te mandater. Et là, en faisant comme ça, tu inverses un petit peu la tendance. C'est que là, tu pars, tu changes de problématique. Il y avait une problématique sur le fait qu'il ne voulait pas te mandater, mais avec la structure, et quel que soit le rendez-vous, c'est toujours la même structure. Là, tu es sur le prix, et là, tu lui dis, bon, allez, on tente le coup, j'accepte. Tu dis, tu vois, en te mettant dans cette position, tu lui rends presque service, en fait. Et il aura oublié, ça se trouve, qu'il voulait plus te mandater. Voilà. Par contre, il peut te dire aussi, ouais, mais c'est bien beau tout ça, mais moi, j'avais pas envie j'avais pas envie de signer le mandat. Et là, tu pars sur du traitement pur et dur, et sur de la présentation de service. Voilà. Donc, il va falloir faire le cursus. Je ne sais pas si tu as téléchargé mon e-book sur le traitement des objections, mais il va falloir simplement appliquer la technique de l'entonnoir et comprendre pourquoi. Alors, sachant que si tu appliques la structure, tu auras rarement ce genre d'objection, parce que déjà, ça fait 1 heure, 1 heure et demie que tu es là. S'il ne veut pas te mandater, tu vas lui faire comprendre que tu n'es pas encore parti parce que tu vas un minimum te battre. Donc, parfois même, il va te dire, bon, allez, je lui signe pour qu'il se casse, tu vois. À l'usure. Un peu, ouais. Parfois, oui, ça peut arriver, ouais. Mais bon, on va plutôt s'en remettre à du professionnalisme, mais ça en fait un petit peu partie, l'usure. Hein. Donc, il va falloir chercher pourquoi il ne voulait pas te mandater. Sachant que tu es déjà chez lui, et que si tu es chez lui, c'est rare. Alors, il peut te dire, ouais, mais amenez-moi un acheteur et je vous le signe, le mandat, par exemple. Alors, tu as des petits. Alors, je vais pas redétailler la technique du traitement d'objection, je te renvoie vers l'e-book, parce qu'on va pas avoir le temps. Par contre, là, on va juste parler des leviers. D'accord ? Tu verras que dans le traitement des objections, il y a toute une structure pour la traiter. Mais là, on va juste s'intéresser aux leviers, c'est-à-dire ce que tu vas dire comme argument face à l'objection, une fois qu'il sera ouvert à l'entendre. Donc, ça va être, par exemple, oui, effectivement, c'est vrai, ça me revient maintenant. Bon, c'est vrai que pour un acheteur, moi, la première chose que je vais faire, là, une fois qu'on aura fini notre rendez-vous, ça va être de checker tout mon portefeuille interne pour voir si, effectivement, pour confirmer que j'ai bien les prospects dans mon portefeuille, pour faire bosser votre projet. Mais moi, j'essaie toujours d'avoir un coup d'avance, monsieur le vendeur. Admettons, j'en ai 4. Je fais 4 mandats de recherche et je vous fais vos visites. Mais ça marche pas, admettons. Parce que c'est vrai que nous, on travaille dans la qualité et on fait toujours en sorte d'avoir des prospects qualifiés. Mais ils visitent votre bien, mais ils visitent pas que votre bien. En plus, votre bien qui est, on l'a vu, un pôle au-dessus du prix, qui est pas super bien placé, monsieur le vendeur. Votre bien, il est pas super bien placé là sur le marché, votre bien. Donc, ça va pas être super facile. D'accord ? Tu vois, t'es plus du tout dans la flatterie, là. Du coup, qu'est-ce qu'on fait si ça marche pas avec ces 4 là? Moi, je pense vous faire 4 visites. Là. Si ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on n'essaie pas d'avoir un coup d'avance et de faire une publication externe pour vraiment maximiser vos chances de contact, sachant que déjà en plus, on sait qu'on est un peu au-dessus du prix. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur le vendeur? Est-ce que ça vous paraît cohérent vraiment de mettre toutes les chances de votre côté? Tu vois, tu essaies d'avoir, là, je te renvoie encore au traitement de l'objection, c'est un fameux oui hyper important à ce moment-là. Oui, c'est important. Il n'y a pas de dire non, sinon c'est qu'il veut. Oui, il faut mettre les chances de notre côté, évidemment. Bon, très bien. Alors, ce que je vous propose, on fait une autorisation. Est-ce que d'ailleurs, monsieur le vendeur, est-ce que je vous avais parlé des 3 autorisations qui s'offrent à vous? Tu vois, t'es pas dans, OK, on fait un mandat. Est-ce que je vous avais parlé des trois autorisations? Non, on évite le mot mandat, tu vois, s'il n'est pas trop chaud. Bon, on le remplace par autorisation de publication. C'est du commercial. Hein. Est-ce que je vous avais parlé des 3 options qui s'offrent à vous? Voilà. Il va te dire non. Et là, tu les détailles. Simple, semi-exclu, exclu. Et en fonction du rendez-vous, est-ce que juridiquement c'est possible s'il n'y a pas d'autre agence, tu peux essayer de l'orienter vers l'exclu. Tu vois. Alors, il y a monsieur, vous avez ça, ça et ça. Donc, le premier mandat, le deuxième, maintenant. Et tu les décortiques. Et quand tu les décortiques, tu vas comme par hasard l'orienter indirectement vers la semi-exclue ou l'exclue en lui disant tous les avantages qui s'offrent à lui. Ben voilà, dans le cas de l'exclu, vous me faites entièrement confiance. Je vais mettre, en plus du mandat simple, d'autres outils tels qu'une géolocalisation, par exemple, parce qu'on sait que l'acheteur achète l'environnement avant le bien, ça permet de vendre plus vite.
chose que je ne peux pas faire en mandat simple parce que sinon ils vont se servir de mes infos pour me court-circuiter. On fait un engagement d'action qui fait que, regardez, je m'engage à faire ça, il faudrait que tu fasses un engagement d'action. Et s'il y a un truc que j'ai pas fait, vous résiliez du jour au lendemain. Comme ça, vous n'êtes pas engagé, monsieur le vendeur. Parce que là, c'est pareil. Si vous ne voulez pas faire le mandat, il faut essayer de comprendre pourquoi. Traitement des objections. Est-ce que c'est parce qu'il a peur d'être engagé? Parce que si tu es là, si tu veux, tu vas pas lui faire. Parce qu'au téléphone en pige, ils vont te dire, j'ai pas envie de perdre du temps, tu vois. Sauf que là, tu es là, donc il en perd pas du temps. Donc, il faut trouver l'objection. Et si c'est l'engagement, tu vois, l'engagement, il est facile c'est pas un problème, l'engagement. Hein. Vous savez, monsieur le vendeur, on a juste à marquer une condition particulière comme quoi vous résiliez du jour au lendemain et que ça s'arrête et puis terminé, quoi. Voilà. Ou tu réduis la période d'irrévocabilité. Au lieu de faire 3 mois, comme c'est le cas habituellement, tu vas mettre 2 mois ou 1 mois, tu vois, tu t'adaptes. Et si vraiment c'est compliqué, tu fais un mandat sans période d'irrévocabilité. Et puis voilà. Et le mec, il envoie un mail et tout s'arrête. Tu vois, pour diminuer cette notion d'engagement, en fait. Bon, ça reste un mandat exclusif, on va dire précaire, mais au moins, c'est pas un mandat simple. Ok. Et au moins, c'est surtout que tu as un mandat. En fait, je t'encourage toujours, quand c'est possible, à toujours essayer de passer sur l'exclu parce qu'il y a une technique de manipulation qui s'appelle un peu le pied dans la porte. En gros, tu veux qu'on te prête 5 €. Tu dis, c'est pareil en négociation. Hein. Tu veux qu'on te prête 5 €, tu demandes 15 €. Tiens, prête-moi 15 €. Oh non, c'est trop. Bon, allez, d'accord, allez, prête-moi 5 € au moins. Tu vois, il sera beaucoup plus ouvert que si tu lui dis, que si tu lui demandes 5 € tout de suite. En fait, c'est pas la négociation, on laisse toujours une marge, en fait. Là, c'est pareil, en fait. On propose toujours, quand c'est possible, l'exclu. Alors, si c'est au prix, hein, bien sûr, parce que sinon, on travaille pour rien. Et s'il n'est pas chaud, le fait après de basculer sur le semi ou le mandat simple, il va beaucoup moins voir ça comme contraignant que si tu lui avais proposé le mandat simple tout de suite. Tu vois. En fait, en proposant direct un mandat simple, tu vas te griller des cartouches direct. Parce que s'il dit non, qu'est-ce que tu as derrière? T'as rien. Rien. Oui. Donc tu vas encore plus ramer. Mais en lui posant la question, monsieur le vendeur, connaissez-vous les options qui s'offrent à vous? En plus, qui s'offrent à vous, tu vois. Encore, les mots sont importants, le choix des mots. C'est pas connaissez-vous la différence entre les 3 mandats? Non, c'est quelles sont les options qui s'offrent à vous pour faire aboutir votre projet. Tu vois, on est toujours dans un discours où ça lui rend service. Alors, mandat simple, mandat semi-exclu, mandat exclu. Moi, dans votre projet, tu vois, tu le conseilles, je pense que, en fonction de tout ce que vous m'avez dit, la meilleure stratégie serait la semi ou l'exclu et tous les outils que je mets en plus à votre disposition. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur le vendeur? Voilà, tu lui poses la question. S'il te dit oui, c'est bon. Et tu vas voir, en plus, le pire, c'est que si vraiment tu as fait la structure, que vraiment il comprend que c'est lui presque qui va te le demander, en fonction de tout ce que tu auras argumenté, en fait. Et, tu seras étonné du nombre de oui que tu auras sur l'exclu, en réalité. Parce que tout au long du rendez-vous, tu lui auras donné confiance, tu auras été professionnel, tu lui auras conseillé, tu lui auras fait peur, parfois sur des aspects juridiques, tu vas lui montrer tout ce que tu fais entre aujourd'hui et l'acte, le suivi des acheteurs, entre le compromis et l'acte, toutes les pièces, tu vas souvent en fonction du projet, c'est pareil, tu vas trouver un argument qui fait mouche, c'est un argumentaire adapté à ta cible, pour passer l'exclu. Alors, si tu sens que quelqu'un il est un peu réticent sur le juridique, tu vas argumenter sur ça, sur la peur de la paperasse juridique, sur les acheteurs qui se barrent, sur les refus de prêt, sur tout ça. Si tu as un vendeur qui est pressé, pareil, tu vas jouer sur le phénomène d'urgence. Il faut vraiment avoir un argument type par objection et par typologie de prospect, en fait. D'accord. Bon, après, tu passes à la rédaction du mandat, une fois que vous êtes d'accord. Bon, c'est vrai que s'il n'est pas d'accord et que vraiment tu as tout utilisé, tu te casses, hein, il n'y a pas 36 solutions. Alors là, après, tu te casses, oui, mais oui et non. Tu te casses, mais derrière, tu ne vas pas le lâcher, le mec. Hein. Non, on le rappelle plus tard. On fait un suivi. Éventuellement, on check, parce que moi, ça m'est déjà arrivé de checker mon portefeuille et de pouvoir faire 1 ou 2 visites en mandat de recherche. Et que derrière, grâce à ça, la confiance s'est vraiment installée et derrière, faire un mandat de vente.
Donc, c'est possible. Mais on met en place un suivi, bien entendu. Parce qu'aujourd'hui, il te dit non, mais peut-être que demain, il te dira oui. Ça, c'est important. Donc, rédaction du mandat, ça se fait assez rapidement. On essaye de le remplir assez vite et de ne pas laisser trop de blanc. On essaye de discuter en même temps qu'on le rédige pour pouvoir justement éviter des objections de dernière minute. Tu sais, quand tu rédiges qu'il n'y a pas un bruit. Bon, là, on en revient un petit peu au début, tu vois, la phase d'adaptation. On voit, ah, bah, du coup, alors c'est vrai que, putain, la Corse, c'est vachement, pendant que tu rédiges, tu vois, on essaie d'entretenir le dialogue pour éviter les objections de dernière minute. Après, le mandat, c'est les photos. Donc là, pareil, les photos, on les fait à ce moment-là. Et enfin, après, le congé. Merci pour votre confiance. Bravo pour votre confiance. Moi, ce que je conseille à ce moment-là, entre les photos et le congé, c'est de fixer tout de suite, sans attendre, un suivi. Tu peux le faire aussi si tu te dis non d'ailleurs, mais tu fixes un suivi à 3 semaines, 1 mois, tout de suite dans l'agenda. Regardez, monsieur le vendeur, c'est noté. Dans 1 mois, on se revoit quoi qu'il arrive. Et on fera le point de savoir ce qui s'est passé pendant le mois. Voilà. Tu mets en place un suivi et tu lui fais comprendre qu'avec toi, il sera accompagné et qu'il sera apprécié à sa juste valeur. Parce que combien de fois aussi ça arrive et qu'ils te disent ouais, j'ai fait un mandat il y a 4 mois, mais j'ai plus de nouvelles. Ah, ben ça non, c'est irrecevable. Et souvent, pourquoi ils n'ont plus de nouvelles? Parce que la plupart du temps, l'agence ou le mandataire, il a fait signer un mandat beaucoup trop cher, il est découragé, il fait rien, il ne suit pas. Voilà. Tu peux te servir de ça aussi d'ailleurs hein, pour argumenter le prix. Qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Vous voulez qu'il se passe comme... Bon, déjà, moi, monsieur le vendeur, je ne travaillerai pas dans n'importe quelle condition. Pourquoi? Parce que vous m'avez dit tout à l'heure que vous n'avez plus de nouvelles. Vous avez signé un mandat trop cher avec un confrère. Il s'est découragé, il ne vous appelle même plus. Voilà, tu vois. Faut pas hésiter à leur rentrer dedans parfois. Voilà. Et là, tu es toujours dans le cadre, c'est toi qui contrôles. Toujours, toujours. Moi, je suis de celui qui pense que si vraiment tu gardes vraiment le contrôle et il y a un statut fort et que surtout, tu ne te mets jamais en subordination, tu vas considérablement gagner la confiance de tes prospects. D'accord. Voilà. Est-ce que tu as des questions avant qu'on termine? Alors, oui. Donc, justement, dans mon secteur, il y a une toute petite ville avec des appartements qui se vendent, mais qui ne se vendent pas, enfin, qui ne s'achètent pas. Et pourtant, donc, je suis allée dans certains qui sont magnifiques. Il n'y a pas de travaux à faire. La copropriété, c'est pas cher. Il n'y a pas de travaux à faire non plus. Le prix est bon. Le vendeur connaît exactement son bien. Voilà. À quoi je peux lui servir à lui? En fait, je ne vois pas. Il est tellement parfait que je ne vois pas en fait comment repartir avec le mandat en lui disant bah, je peux vous aider à, eh ben, je ne sais pas, mis à part la multivisibilité sur les réseaux sociaux et puis tous les portails de vente, type Le Bon Coin, Seul Objet, etc. C'est le seul truc que je peux leur proposer. Je ne vois pas en quoi je peux les aider en plus. Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux faire? C'est un bien que tu envisages de faire une pige, par exemple? J'ai fait la pige et je me suis rendue dans l'appartement. C'était même 2 appartements. J'ai rencontré à chaque fois le propriétaire, mais je ne savais pas comment me vendre, comment les aider en plus. D'accord. Alors, Parce que tout est parfait. Est-ce que le vendeur avait des visites? Est-ce que le marché bougeait? Eh bien, non. Mais le problème, c'est qu'avec moi, je sais que, enfin, avec n'importe quel agent, je me dis, je suis pas sûre que ça bouge plus. Alors, comment est-ce qu'on peut les aider, ceux-là? En fait, c'est que c'est pas un marché qui est très porteur, quoi. C'est pour ça, c'est des appartements aussi, on est dans la campagne, donc on Ouais, je comprends. C'est pas le bien cœur de cible. Donc, déjà, refaire un point sur le tarif, déjà, pour commencer. Parce que si ça part pas, dans 95% des cas, il y a une histoire de tarif. Donc, à voir. Moi, comme je le dis souvent aux vendeurs, monsieur le vendeur, pour que votre bien il parte dans de bonnes conditions, pour que votre bien, voilà, il parte vraiment dans les meilleures conditions, que vous fassiez une bonne vente, il faut que 3 stratégies soient réunies. Il faut travailler sur une stratégie de prix, de valorisation et de visibilité. Si tu respectes ces 3 critères, prix, visibilité, donc tu communiques comme il faut et que tu fais une bonne mise en valeur, quel que soit le bien, il trouvera toujours preneur. C'est obligé. Après, à voir si c'est plus côté investisseur, côté voilà.
Mais voilà, il faut essayer de s'imaginer pour quel type de prospect ce bien. Alors là, c'est un appartement, peut-être un investisseur pour faire du locatif. Peut-être, hein, je sais pas, je connais pas le secteur. Mais en tout cas, si tu comprends pour qui ça pourrait être utilisé, tu adapteras le prix, la visibilité et la valorisation. Je vois pas pourquoi ça marcherait pas, vu comment, et en plus il n'y a rien en ce moment, et vu comment l'immobilier est une passion française, moi je suis sûr que ça marchera. Donc travaille sur le prix, la visibilité et la valorisation. Ok. Tu avais une autre question? Une dernière. Je vais prendre un mandat bientôt d'une personne qui travaillait avec une autre agence, mais justement, il n'y a pas de suivi. Du coup, il a résilié. Et par contre, cette personne-là ne souhaite pas baisser son prix parce que c'est une personne qui n'est pas pressée. Et voilà, donc le projet derrière, c'est bon, c'est trop grand, je vais prendre autre chose, mais je ne suis pas pressée. Comment leur dire justement? Alors, je vais bien sûr lui parler du phénomène d'usure, etc., donc les choses qu'on a abordées avant, mais est-ce qu'il y a aussi un autre point pour ces gens-là qui n'ont pas vraiment de projet derrière? Eh bien, on en revient à ce que je disais depuis le début. C'est le secret, ce qui fixe le prix, très souvent, c'est le projet. Donc, s'il n'y a pas de projet, pourquoi elle veut vendre? Il faut comprendre vraiment, il faut vraiment rentrer vraiment dans les détails. Quel est le projet, quel est le besoin, quelle est la problématique? Oui. Pourquoi cette personne veut vendre? Pourquoi elle veut partir de chez elle? Si vraiment tu arrives à creuser, que tu arrives à connaître la vraie motivation, s'il y en a une, tu adapteras ton discours sur ça. Madame ou monsieur, si vous ne respectez pas ce que je vous dis, votre problématique ne se résoudra pas. Maintenant, s'il n'y a pas de projet, ben, comme je te dis, pour moi, il n'y a pas de mandat. Ok, d'accord, bon bah ça marche. Ah, mais si elle te dit, ouais, moi, je suis pas vendeur, enfin, je suis vendeur, mais voilà, je suis pas pressé, j'ai pas de projet, tout ça. Euh, si je vends pas, c'est pas grave, je reste là. Et que tu sais que c'est trop cher et que ça marchera pas, moi, je fais pas de mandat. Je dis, bah, écoutez, je vous laisse vous débrouiller. Je reste à votre disposition si vous avez besoin d'une vraie stratégie, il n'y a aucun souci. En revanche, je ne travaillerai pas dans ces conditions. Je suis désolé, je ne suis pas magicien. Maintenant, il faut quand même que vous ayez conscience que à vouloir vendre au-dessus du prix, qu'est-ce qui va s'arriver? Parce qu'il faut essayer de la titiller. Vous risquez de vendre en dessous même de ce que vous avez espéré. Parce que là, qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes au-dessus du prix, donc le marché ne réagit pas. Euh, donc, quand votre projet peut-être va commencer à mûrir, vous allez faire une baisse de prix. Et très souvent, vous allez faire une baisse de prix poussive, qui ne sera pas assez suffisante. Parce que faire une baisse de prix, ça se fait d'une certaine façon et à un certain moment. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le marché va être attentiste. Il va se dire, tiens, elle commence à être mûre, on va encore attendre. Donc, ils vont attendre que vous continuez à baisser ou ils viendront, mais vous feront une forte négociation. Ce qui fait que vous retomberez inévitablement dans ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, voire moins, comme je le vois souvent. Donc, si c'est ce dont vous avez envie, bah, écoutez, libre à vous. Mais moi, je n'ai pas envie de vous faire perdre d'argent. Alors, bonne journée. Voilà. Et peut-être que c'est elle qui reviendra te voir. Mais dans tous les cas, si tu fais pas ça, comme beaucoup, tu accepteras un mandat dans n'importe quelle condition. C'est la personne qui aura le contrôle. Elle va te dire n'importe quoi. Tu vas faire le mandat, ça va servir à rien. Tu vas gaspiller du fric. Et pour t'entendre dire après, dans 4 mois, bon, ben, je résilie, je vends plus, ou c'est pas qualitatif. Voilà. Il faut vraiment travailler dans du qualitatif. Parce que sinon, vous allez vraiment perdre beaucoup de temps sur le terrain. Alors après, dans le cadre d'un débutant, c'est différent. Dans le cadre d'un débutant, si tu débutes et que tu as besoin de te faire la main, moi, je conseille toujours aux débutants de rentrer tout ce qui bouge, entre guillemets, mais plus pour apprendre. Donc là, vu que tu viens d'apprendre une nouvelle technique, je ne peux que te conseiller d'aller te faire la main. Donc, va te faire la main sur un produit comme ça, finalement, qui n'est pas hyper qualitatif, visiblement, plutôt qu'un top produit, entre guillemets. D'accord? Donc, vas-y quand même. Tu essayes voilà, de te rappeler la structure et tu verras que peut-être, ça se trouve, grâce à la structure et grâce aux arguments et grâce à la présentation de service et grâce à la problématique que tu vas détecter, ça se trouve, tu vas réussir à la faire baisser. N'hésite pas à nous tenir au courant dans le groupe. Oui, bien sûr. Et bien, merci à toi en tout cas pour ce coaching. C'était intéressant. Ça t'a plu? Oui, c'était parfait. Très bien. J'ai Bon. hâte de mettre tout ça en pratique pour voir. Ben, ouais, après, maintenant, il n'y a plus que la pratique. Hein. Bon, C'est après, là, ça. c'était un coaching que d'une heure, une heure et quart. Je suis allé vraiment à l'essentiel. Hein. Quand Oui, je oui, fais les mais j'ai coachings. déjà appris plein de choses quand même. Quand je fais les coachings dans le cadre du réseau, je vais beaucoup plus loin, mais là, on n'avait qu'une heure. Mais en tout cas, merci à toi. Vous aussi, si vous avez besoin de coaching et de progresser sur vos connaissances, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Et comme Gwendoline, on se fait une heure
et on passe un moment fort sympathique au café. Exact. Bonne journée à toi et bonne rentrée de mandat, Gwendoline. Eh ben, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.